on pourrait décortiquer l'architecture pour entrer en détail dans la vie sociale même de la société cambodgienne. Il est une époque si lointaine que notre mémoire ne puisse la dater, au cours de laquelle le brahman indien Kaudinya accosta sur la plage du Nil après une longue traversée des mers. Il y rencontra une autochtone, mi-femme, mi-serpent, la princesse Nagisoma, fille du roi Naga, divinité à l'allure d'un cobra à 7 têtes, maître de l'eau, de la terre et du monde souterrain. Épris l'un de l'autre, Kaudinya et Nagisoma décidèrent de s'unir. Alors, pour célébrer cette union, le roi Naga aspira l'eau autour de l'île et apparut le Cambodge. Il en fit don au jeune couple afin que débute une lignée de monarques puissants. Si la maison est suppilotée, parce que la vie sociale implique que cette maison doit non pas seulement être suppilotée par le fait qu'il y a le climat, mais aussi par la vie de tous les jours. La partie spatiale où les gens habitent, c'est en haut. Sous le pilotis, on se sert comme la préparation du riz, comme préparation des nourritures, ou même faire la sieste dans la journée. La maison sur pilotis, elle est inclassable, elle n'a pas de date, on l'observe maintenant. Et aussi loin que l'on remonte, ou du moins que l'on puisse remonter à partir des quelques éléments que l'on ait, on n'a que des traces pour l'instant d'habitat sur pilotis. C'est un fait de société, c'est un trait culturel. Ici au Cambodge, on vit dans un pays tropical humide, donc la maison est en hauteur, elle est à l'abri des animaux, des insectes, des reptiles, et en plus une habitation en hauteur permet une très bonne ventilation. In my experience, I noted that between one village to other village, they have. D'après mes observations, on peut noter quelques différences de style d'un village à l'autre dans la construction des maisons. Il est facile de reconnaître le style d'une maison en s'attachant à la forme du toit. Certains styles ont complètement disparu, comme la maison Pte Khmer. Durant plusieurs siècles, ces très belles maisons étaient réservées à l'habitation des plus hauts dignitaires, pour la famille royale et les moines. On trouve beaucoup de maisons Pte Aron, de très simple facture, couvertes d'un toit à 2 pentes et utilisées pour les classes modestes. On trouve aussi des maisons Pte Aron Dwang et Pte Aron Dol, développées à partir de la forme de la maison Ron, en ajoutant au toit une pente devant, puis derrière, sous les frontons. Plus spacieuses, ces maisons sont construites pour les classes les plus riches de la société, à l'exception du roi et des moines qui habitaient des maisons Pte Khmer, édifiées à l'intérieur de l'enceinte du palais royal ou des monastères. Après ces 4 styles, il en existe un plus récent, apparu à la fin du siècle dernier, la maison Pte Apet, dont le toit est formé de 4 pentes sans fronton. Enfin, on peut mélanger les styles Pte Khmer, Pte Apet, Pte Aron Dwang et Rundol pour développer un nouveau style d'habitation. On est ici dans ce qui fut
le centre du monde, bien entendu, pour ses habitants, mais en tout cas, Angkor a été un site où se sont succédés les capitales de la civilisation khmer, qui a atteint son apogée, on va dire, entre le 10e et le 13e, 14e siècle. Apogée qui s'est concrétisé en fait par le contrôle, par l'extension d'un royaume jusqu'à l'actuelle Thaïlande, le sud du Laos, une bonne part du Vietnam. En tout cas, Angkor et la civilisation angkorienne dominaient l'ensemble de la péninsule du sud-est asiatique il y a 1000 ans environ. Dans les pays avoisinants de même tradition culturelle, comme la Thaïlande, comme le Laos, on va habiter sur pilotis, alors que le Vietnam, où il y a à peu près le même climat, surtout dans le sud du pays, on habite sur la terre ferme, une maison en dur. Mais il s'agit de populations originaires de Chine, donc ils ont une tradition culturelle différente. Alors c'est sûr, la maison cambodgienne est complètement adaptée à son milieu naturel. Déjà, elle est faite en matériaux issus du monde végétal, soit en herbe à paillotes, soit en feuilles de palmier à sucre, soit en bois. On sait peu de choses de la civilisation angkorienne, hormis ces quelques vestiges physiques qui nous donnent un aspect très porté sur la religion, les temples, les dieux qu'il y avait dedans, les rois qui les ont construits, etc. Sur ce qu'il y a autour de ça, sur la société angkorienne, on a très peu d'éléments pour l'instant de compréhension. Ce dont on est sûr, c'est que autour de ces grands temples, qui marquent en fait la présence d'une capitale, il y avait un tissu d'occupation très fort, très dense. Quand vous voyez la splendeur de ces monuments, les ouvriers, les tailleurs de pierre avaient largement de quoi manger. Ce n'est pas des personnes qui ont tué à la tâche qui ont sculpté ces bas-reliefs à Angkor Wat. Donc il y avait toute une société qui était assez riche et assez complexe pour permettre la réalisation de telles œuvres, de tels chefs-d'œuvre architecturaux comme Angkor Wat. Normally, the Khmer house is built on steel. La maison est construite sur pilotis, car le climat du Cambodge est caractérisé par deux saisons principales, la saison sèche et la saison des pluies, au cours de laquelle environ 80% de la plaine centrale est inondée. En fait, de la vie quotidienne d'Angkor, on n'en sait pas grand-chose, sinon quelques éléments dans les bas-reliefs. L'habitat, qui était essentiellement en matériaux végétaux, a très vite disparu, réemployé, mais aussi a disparu avec les conditions climatiques locales. Vous laissez ici un bout de bois, 6 mois après, les termites en ont fait leur festin et c'est terminé. Donc en plus avec les pluies diluviennes de la période de mousson, cela perturbe aussi assez les sols et d'un point de vue archéologique, c'est assez délicat parfois de retrouver des traces. Très peu de temples ont des scènes sculptées directement dans le grès ou des fois dans la brique avec des recouverts de stuc. Et certaines de ces scènes nous montrent des architectures. Architecture de temples, mais aussi de l'architecture de tous les jours, de l'habitat, donc quelques scènes. Finalement, on a très peu d'éléments pour savoir ce qui se passait. Très peu d'éléments, à savoir des temples, dont il ne reste plus que le squelette. Très peu de sources écrites contemporaines. Quelques textes écrits par des étrangers, comme par exemple un voyageur chinois, Chiu Ta Quan, qui est passé ici à la fin du XIIIe siècle. Le palais royal ainsi que les bâtiments officiels et les demeures nobles font tous face à l'est. Les tuiles sont en plomb ou en argile et vernies de jaune. Les linteaux et les colonnes sont énormes, des bouddhas sont sculptés et peints, les toits sont imposants, les longues vérandas et les corridors couverts s'élancent et s'enchevêtrent non sans quelque harmonie. Tous les bâtiments périphériques sont couverts de chaume. Seuls le temple de famille et l'appartement principal peuvent être couverts de tuiles.
Les habitations des princes et des grands officiels ont une toute autre disposition et d'autres dimensions que les maisons du peuple. Le rang officiel de chacun détermine les dimensions des demeures. Le commun du peuple ne couvre qu'en chaume et n'oserait mettre sur sa demeure le moindre morceau de tuile. Les dimensions dépendent de la fortune de chacun, mais jamais le peuple n'oserait imiter la disposition des maisons nobles. Pour ce qui est de l'habitat, on va dire, plus civil, là, il s'agit essentiellement on trouve la base de poteaux, donc on a des structures de poteaux. Il est assez fortement probable qu'on avait déjà des systèmes de pilotis à l'époque. Ça paraît assez probable. En tout cas, on n'a pas d'éléments inverses. Donc ça, c'est quelques éléments qui nous permettent de restituer un habitat essentiellement en bois, couvert de chaume pour la plupart, de palmes, un petit peu ce que l'on voit encore, un petit peu et beaucoup même d'ailleurs, ce que l'on voit encore dans la campagne profonde du Cambodge. Il faut conserver cette sorte d'esprit et de tradition. C'est une autre façon de découvrir ce qu'on appelle la société khmer ou la tradition khmer. Et la maison reflète tout d'abord une vision caractérisée par une vie communautaire. Un grand espace dans la maison qui rassemble tout le monde, à la fois pour discuter, à la fois pour des fêtes, le mariage, les fêtes avec les bons. C'est un espace polyvalent sur lequel toutes les activités de la famille journalière se déroulent. Il n'y a pas vraiment une vie extrêmement privée comme on le voit dans certains pays ou même dans la société européenne ou américaine.